Moi, je n'ai rien à cacher. Nani ? Eh oui, Moi, je n'ai rien à cacher. beaucoup l'ont dit, et à chaque fois, l'histoire a prouvé qu'au final, ils avaient plein de choses à cacher en fait. Alors, vous me direz certainement, tout le monde n'a pas des milliers de choses à cacher. Cependant, il ne faut pas oublier que même si la majorité des gens n'ont pas beaucoup de choses à cacher, tout le monde a au moins une chose à cacher. Si l'être humain moyen n'avait véritablement rien à cacher, les vêtements, les serrures, les mots de passe informatiques, les enveloppes et le secret bancaire n'existeraient pas. Et pourtant, c'est le cas. Les êtres humains ont tous quelque chose à cacher, et de cet état de fait découle notamment l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. La première phrase de cet article, c'est « Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation ». Et le mot qui nous intéresse le plus ici, aujourd'hui en 2021, c'est la correspondance. Pourquoi ? Parce que quand on utilise un ordinateur et qu'on va naviguer sur Internet, on envoie des messages. On établit une correspondance avec le monde extérieur. En d'autres mots, en toute logique, nos communications sur Internet devraient être protégées par cet article. Malheureusement, en France, comme dans beaucoup de pays occidentaux qui sont censés respecter les droits de l'homme, ça n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Si vous voulez approfondir le sujet, je vais vous mettre dans la description de la vidéo quelques articles intéressants sur le sujet. Mais en tout cas, s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas s'attendre à ce que le gouvernement respecte notre vie privée. Il faut se protéger activement. Et ceux qui ont le mieux compris ça, c'est évidemment les fameux cypherpunks. Créé par l'un d'entre eux, le Bitcoin était entre autres choses aussi une tentative de rendre plus difficile l'identification et le pistage de ses utilisateurs. En d'autres mots, le Bitcoin devait servir à protéger la vie privée de ses utilisateurs en ce qui concerne l'argent. Son utilité en tant que booster d'anonymat n'a pas duré bien longtemps, et les conditions requises pour vraiment protéger sa vie privée avec sont de toute façon trop complexes pour la majorité des gens. Il faut changer de portefeuille à chaque usage, utiliser des connexions chiffrées et un réseau comme Tor, etc. On a donc vu arriver, au fil du temps, des crypto-monnaies comme Zcash ou Monero qui sont aussi destinées à être utilisées seulement comme monnaie. Mais c'est un petit peu limité comme système. D'une part, parce que ça ne protège que les transactions effectuées avec cette monnaie spécifiquement. Et d'autre part, parce que ça ne protège pas des autres vecteurs d'attaque comme l'utilisation de certains services. Je vais donc vous présenter aujourd'hui un projet destiné à protéger votre vie privée à autant d'endroits que possible, et il s'agit de Nîmes, à ne pas confondre avec la ville de Nîmes qui ne protège pas du tout la vie privée de ses habitants, ou le secret de Nîmes qui est juste beaucoup trop flippant pour être un film pour enfants. Nîmes, c'est donc un réseau basé sur la blockchain, et une monnaie intégrée à ce réseau. Alors d'abord, on se demande évidemment comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que Nîmes prétend protéger notre vie privée à tous les niveaux. En fait, Nîmes fonctionne sur la base d'un principe déjà bien connu de tous les spécialistes de la protection de la vie privée. Il s'agit d'un mixnet, ou en français, d'un réseau de mélange. Ce sont des réseaux inventés par le célèbre David Chaum, ce qui est ironique puisque ce monsieur n'a pas chômé. Il est notamment créateur d'un ancêtre du Bitcoin appelé eCash et inventeur d'un grand nombre de techniques cryptographiques. Les réseaux de mélange vous rappelleront peut-être les réseaux en oignon comme Tor, et il y a effectivement un lien de parenté entre les deux. Mais les réseaux de mélange restent différents et n'ont ni les mêmes vulnérabilités, ni les mêmes avantages que les réseaux en oignon, les VPN et leur trafic chiffré, etc. Par exemple, le chiffrage de données à lui tout seul ne protège pas des fuites de métadonnées telles que la géolocalisation, le moment où le message est envoyé ou reçu, la fréquence des messages envoyés et reçus, la taille du message, etc. Pour se protéger d'un adversaire qui est capable de surveiller et d'analyser l'intégralité du réseau, comme c'est le cas aujourd'hui avec les gouvernements d'un certain nombre de pays, plusieurs solutions existent, mais les mixnets représentent pour l'instant certainement la meilleure de ces solutions, car ils ont une excellente capacité de mise à l'échelle et des caractéristiques très intéressantes, même s'ils ne sont pas parfaits non plus. L'objectif final, c'est d'empêcher qui que ce soit d'établir un lien entre un message entrant et un message sortant. Il y a différentes stratégies de mélange, différentes techniques, alors généralement, on illustre les mixnets avec la métaphore du jeu des 3 tasses. Vous avez 3 tasses, un objet qui est sous l'une de ces tasses, et vous devez trouver la bonne tasse après qu'elles aient toutes changé de position très rapidement. Sauf qu'ici, ça n'est pas du tout correct. Nîmes n'utilise pas cette méthode de mélange, pour une raison que notre ami Caradoc résumerait de cette façon. C'est de la merde. En effet, ce genre de méthode est vulnérable à plusieurs égards.
La quantité de tasses dans chaque mélange détermine la qualité de l'anonymat, et s'il y a beaucoup de tasses, le procédé est trop long, donc c'est désagréable pour les utilisateurs. Et puis comme il y a toujours une certaine quantité de tasses, on peut plus facilement établir des corrélations sur le long terme. Un observateur ayant accès à tout le réseau, comme les agences américaines à 3 lettres, pourrait facilement déterminer quels utilisateurs ont été en contact s'il y a un contact régulier et que le réseau est observé suffisamment longtemps. Donc NIM utilise un autre système de mélange, baptisé Continuous Time Mixes, que nous traduirons par mélange en continu. Le système de mélange en continu est très simple, et il requiert 3 types de participants sur le réseau. Ceux qui envoient les données, ceux qui les reçoivent, et les nœuds mélangeurs qui sont chargés de protéger la vie privée des envoyeurs et des destinataires. Les nœuds mélangeurs, dans le cas de NIM, sont arrangés en couches. Chaque nœud déclarera appartenir à une couche en particulier, et les messages passeront successivement à travers plusieurs couches. Lorsqu'un message doit passer à travers une couche, le nœud qui est chargé de transmettre ce message est choisi en fonction de ce que les autres nœuds ont déjà reçu en termes de volume de données, de sorte à ce que la charge soit équilibrée entre les nœuds au sein d'une même couche. Donc, nous avons ce système avec plusieurs couches et des nœuds qui se partagent les tâches. Et notre envoyeur va prendre son message et décider de comment le message va se déplacer à travers le réseau de mélange. Ensuite, il va créer un paquet dans lequel il y aura son message ainsi que les informations chiffrées qui contiennent l'itinéraire à suivre et un délai précis entre chaque mouvement. Chaque nœud ne connaît que la destination suivante et ne peut pas voir tout l'itinéraire ou le délai des messages suivants. Une fois que le paquet a été créé, il est envoyé sur la première couche choisie comme destination et sur le nœud choisi par la couche à cet instant. À ce moment, le nœud en question pourrait avoir reçu par exemple 3 messages au même moment. Il va ouvrir les 3 messages et il va voir dans chaque message un délai d'attente différent avant de l'envoyer sur la couche d'après. Donc même s'ils sont reçus au même moment, les 3 messages ne partiront pas au même moment. Peut-être qu'ils partiront comme ceci, avec un message numéro 3 qui partira en premier, un message numéro 1 qui partira en deuxième et un message numéro 2 qui partira en dernier. Peut-être que le nœud recevra d'abord des messages 1, 2 et 3 en même temps, puis des messages 4, 5 et 6, et que les messages 4, 5 et 6 partiront vers leur destination avant les messages 1, 2 et 3. Pour un espion qui veut analyser où va chaque message, c'est extrêmement compliqué, voire impossible, parce que le set d'anonymat est énorme. Alors que dans le premier mécanisme qu'on avait décrit avec 3 tasses, le set d'anonymat est toujours de 3. Avec le système de mélange en continu, le set d'anonymat peut atteindre des tailles gigantesques, comme 1000 messages, sans pour autant retarder trop l'envoi de chaque message. Et ça, c'est très intéressant, parce que même si ça implique qu'il y a un petit délai entre l'envoi du message et la réception par le destinataire, ça n'est pas nécessairement un délai énorme pour ceux qui ont besoin d'échanger des messages rapidement. Bien sûr, ça rend le réseau NIM inadapté à des tâches qui requièrent une latence très courte, comme par exemple le jeu en ligne. Difficile de caler un headshot au deagle quand vous avez un ping de 5 secondes. Mais pour tout le reste, ça fait de NIM un réseau à la fois très protecteur de la vie privée et très rapide, adapté à tous les utilisateurs, avec une excellente capacité de mise à l'échelle. Il est très extensible parce que pour augmenter la capacité du réseau, il suffit d'augmenter le nombre de nœuds dans chaque couche, et pour améliorer la protection de la vie privée qu'il fournit, il suffit d'augmenter le nombre de couches. Il est adapté à tous les utilisateurs parce qu'il est possible de choisir quel délai entre les transferts de couche à couche vous voulez demander. Si vous souhaitez que votre message prenne au maximum 1 heure pour passer d'une couche à une autre, alors vous pouvez le faire, et ça veut dire qu'un éventuel espion sera obligé de considérer que tous les messages sortant du réseau pendant plusieurs heures pourraient potentiellement être celui qu'il recherche et que vous avez envoyé. Donc c'est quasiment impossible à trouver. Mais ça n'est pas tout. Si au contraire vous voulez avoir un message qui passe rapidement à travers le réseau et que vous paramétrez votre logiciel pour que le délai entre les couches ne dépasse pas 2 secondes, le simple fait que quelque part ailleurs sur le réseau, quelqu'un d'autre a choisi d'avoir un message qui reste 1 heure dans le mixnet, fait que l'espion est aussi obligé de considérer que votre message est peut-être resté plus d'1 heure dans le réseau alors même qu'il n'est en fait resté que quelques secondes. Et donc, quelle que soit votre utilisation du réseau et vos préférences en matière de délai, vous bénéficiez du potentiel maximal fourni par le réseau de mélange. Vous vous dites peut-être que c'est génial, mais attendez un peu, c'est pas fini. Parce qu'en plus de cette méthode incroyable de mélange des messages, NIM permet aussi de générer des faux messages et des messages qui tournent en boucle. À cause de ça, l'espion qui vous observe n'est en fait même pas capable de dire si vous avez vraiment envoyé un message sur le réseau ou pas. Et après avoir parlé de tout ça, il faut mentionner une dernière chose d'une importance fondamentale. Le trafic sur le réseau NIM n'est pas restreint à un seul type d'usage, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une blockchain comme Monero. Et vous remarquerez d'ailleurs que je n'ai pas encore parlé de blockchain. C'est simple, c'est parce que la blockchain n'est pas l'élément central du réseau NIM, c'est simplement une partie du tout, elle ne servira à rien sans le réseau de mélange dont on vient de parler. Bref.
Le réseau NIM permet de faire transiter n'importe quel type de données. Ce qui veut dire qu'il est possible d'utiliser NIM pour envoyer des messages sur une application de discussion ou pour publier des transactions Bitcoin et Ethereum, ou encore pour envoyer des commandes SSH à un serveur distant. Et grâce à ça, la taille du set d'anonymat potentiel est 1000 fois plus grande que si NIM n'acceptait que des transactions de nature financière. Donc le réseau protège infiniment mieux la vie privée que beaucoup d'autres systèmes. Si un espion voit que vous êtes connecté à NIM et que vous avez l'air d'envoyer des messages dessus, il ne peut pas savoir s'il s'agit de messages de nature financière ou pas. Tout cela amène l'équipe de NIM à affirmer, de manière tout à fait justifiée, que leur réseau est véritablement inobservable. Il s'agit de quelque chose d'encore plus puissant que l'anonymat ou la non-associativité. La non-associativité, c'est juste l'impossibilité de déterminer quelles sont les relations entre différents paquets de données présents dans un même système informatique. Et l'anonymat, c'est l'incapacité de déterminer qui est qui sur le réseau, mais ça n'empêche pas de déterminer que l'on a une activité sur le réseau. Tandis que l'inobservabilité, c'est à la fois l'incapacité de déterminer qui est qui et quels sont les liens entre les paquets de données, mais aussi qui envoie vraiment des paquets de données. En d'autres mots, un espion qui vous observe ne peut même pas être sûr que vous avez vraiment envoyé des données sur NIM grâce au système de faux paquets. Tout ce qu'il peut faire, c'est vous suspecter d'avoir peut-être envoyé quelque chose. En d'autres mots, c'est le mieux que l'on puisse faire face à un adversaire comme la NSA qui est capable d'espionner absolument tout et qui a un pouvoir sans limite. Donc vous le voyez, le réseau de mélange de NIM, c'est du solide. Maintenant, comment est-ce que c'est intégré à la blockchain ? En fait, il suffit de dézoomer un petit peu pour obtenir le réseau NIM dans son ensemble, et vous comprendrez très vite. Au-delà du réseau de mélange qui accomplit le but recherché par NIM, avec les nœuds qui y participent, on a deux types de participants différents, les validateurs qui s'occupent de la blockchain NIM, et les portails appelés gateways en anglais, qui sont des serveurs qui s'occupent de transmettre les données nécessaires entre les utilisateurs et le réseau de mélange. D'abord, les utilisateurs déposent des jetons NIM en effectuant une transaction sur la blockchain et en contactant donc les validateurs directement. Les validateurs insèrent la transaction sur la blockchain et attribuent notamment à l'utilisateur un droit d'utiliser une certaine quantité de bande passante en fonction de la quantité de NIM utilisée pour payer. Ensuite, l'utilisateur se présente face au portail d'accès ou gateway et prouve son identité pour faire usage de son droit d'utilisation de la bande passante. Le portail vérifie que l'utilisateur dispose bien des droits qu'il prétend avoir en observant directement la blockchain et en communiquant avec les validateurs. Si l'utilisateur n'a pas déjà utilisé son droit, ou en d'autres mots, s'il n'essaye pas de faire une double dépense, alors le portail accepte de recevoir le message chiffré provenant de l'utilisateur et il transfère le message au réseau de mélange. Enfin, le portail indique au validateur que la bande passante attribuée à cet utilisateur a été épuisée et il le marque dans la blockchain. Les validateurs distribuent ensuite des récompenses à chacun des participants du réseau, les nœuds de mélange, les portails et les validateurs eux-mêmes. Autre chose à savoir, parmi les utilisateurs, on trouve des particuliers mais aussi des fournisseurs de services. En effet, il peut arriver qu'un fournisseur de services décide de payer l'accès au réseau NIM au nom de ses clients, auquel cas les clients peuvent utiliser NIM sans même s'en rendre compte. Ce serait par exemple le cas d'un utilisateur d'une application de discussion qui fait transiter les messages par NIM et dont les frais d'utilisation sont payés par le créateur de l'application. NIM est donc un réseau qui pourrait facilement être utilisé par le public sans même qu'il s'en rende compte. Et c'est également un réseau résistant à la surveillance, aux participants corrompus, etc. Au-delà de cette fonction basique, NIM offre également une possibilité très intéressante, les identifiants permettant de prouver des choses sans dévoiler trop d'informations. Attention, il ne s'agit pas de preuves à divulgation de connaissances nulles, comme l'ami Samy a pu en parler dans ses discussions avec Eli Bensasson ou Evan Shapiro. Cependant, le résultat est le même. Il est possible avec NIM de partager des informations sans divulguer plus que nécessaire. Ici, on n'y parvient pas avec des techniques complexes de chiffrage et de hachage, mais avec le réseau de mélange et des identifiants spécifiques. C'est un système moins universel que les ZK-proofs, puisqu'il faut inscrire ces informations d'une manière qui prévoit explicitement l'usage de cette fonction par le biais de NIM, mais c'est tout de même quelque chose d'intéressant qui est assez peu mentionné en général. Vous l'aurez donc compris, NIM est un projet utile pour tous ceux qui ont quelque chose à cacher, c'est-à-dire tout le monde. Quant à la blockchain qui est derrière, elle n'a rien de technologiquement exceptionnel, il s'agit simplement d'une blockchain basée sur Cosmos SDK et Tendermint qui utilisent la preuve d'enjeu. Il est juste un petit zeste d'originalité qui consiste en leur preuve de mélange. Pour récompenser les nœuds de mélange, ceux qui ont la meilleure performance de transfert de paquets reçoivent les meilleures récompenses.
En d'autres mots, un nœud de mélange qui ne livre pas les messages ne reçoit aucun paiement, contrairement à votre facteur qui livre constamment des avis de passage et ne se fait jamais virer. Et le mieux dans tout ça, c'est que vous pouvez combiner NIM avec une crypto anonyme comme Monero pour complètement supprimer toute possibilité de vous espionner. Actuellement, s'il y a une seule chose à reprocher au réseau NIM, c'est que le nombre de portails et de validateurs est encore trop petit. La quantité de nœuds de mélange est suffisante, mais pour les deux autres, le réseau manque encore un peu de participants. Alors si vous êtes un cypherpunk dans l'âme, n'hésitez pas à rejoindre la communauté NIM et lancer votre propre validateur. Toutes les instructions sont disponibles sur leur site dans la section documents. Et si vous souhaitez simplement en lire plus, vous aurez évidemment tous les liens intéressants dans la description de la vidéo. Maintenant, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Code.